Alors, mesdames, messieurs, je suis ravie de pouvoir vous présenter l'actualité des contentieux d'exercice illégal de la pharmacie, parce que c'est l'occasion pour moi de vous partager une partie de l'activité de ma direction, donc la direction de l'exercice professionnel et du CESFARM. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, et puis comme on a pas mal parlé d'exercice illégal, rappelons ce qu'est l'exercice illégal de la profession en matière contentieuse. Donc l'exercice illégal, c'est le fait de réaliser des opérations réservées aux pharmaciens sans remplir les conditions pour exercer. Madame Perrin, on me dit dans l'oreillette qu'il faudrait que vous parliez plus fort. On est au max des micros, me dit-on. Bon, je me rapproche un petit peu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parlez bien fort. Donc je reviens à l'exercice illégal donc de la pharmacie, qui peut concerner des opérations pharmaceutiques en lien avec le médicament, de la fabrication à la dispensation au détail, comprenant également la distribution en gros. Cette infraction, elle est souvent associée à d'autres infractions telles que l'usurpation de titres de pharmacien, la vente de médicaments sans AMM ou la vente de médicaments falsifiés. Il existe également une infraction d'exercice illégal de biologie médicale qui est un délit plus spécifique et qui a été créé donc pour la biologie médicale en 2010. Ces infractions, elles sont passibles de 30 000 € d'amende, 2 ans d'emprisonnement. Il peut également y avoir des peines complémentaires telles que la fermeture de l'établissement ou alors une interdiction de gérer une entreprise. Ces infractions, quand elles sont commises sur Internet, elles peuvent être sanctionnées à hauteur de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et le renforcement de ces infractions dans ce cas fait suite notamment à des propositions qui ont été portées par l'Ordre l'année dernière auprès de parlementaires. Alors le rôle de l'Ordre dans ces contentieux d'exercice illégal, eh bien, il se fonde sur une mission légale qui donc habilite l'Ordre à représenter l'intérêt collectif de la profession devant les juridictions, dans un objectif de santé publique. Et donc concrètement, l'Ordre va se constituer partie civile dans des affaires pénales et tenter de faire reconnaître le préjudice qui est subi par la profession. Cette mission, elle est centralisée au niveau du Conseil national qui se coordonne avec les conseils centraux et régionaux. Et d'un point de vue opérationnel, c'est donc la DEPC qui met en œuvre cette mission et qui va donc intervenir tout au long de la procédure, dès l'examen de l'intérêt à agir, le dépôt de plainte, la préparation des audiences, jusqu'à l'exécution des décisions, puisque, comme l'Ordre demande la réparation d'un préjudice, s'il obtient gain de cause, il peut également obtenir des dommages et intérêts que l'on récupère donc une fois que la décision est définitive. Pour assurer l'interface entre l'Ordre et les tribunaux, nous travaillons avec un cabinet d'avocats spécialisé qui est présent à la fois en métropole et également en Outre-mer, et donc qui représente l'Ordre lors des procès. Alors, l'orientation de cette intervention est vraiment centrée sur le contentieux, mais toute information portée à notre connaissance ne donne pas forcément lieu à une plainte. Donc, il y a un premier travail d'analyse du signalement qui est fait, et en fonction des éléments probants, de l'examen de l'intérêt à agir, de l'atteinte à la santé publique, plusieurs suites peuvent être données. Donc, une plainte peut être déposée, un signalement peut être fait auprès du procureur de la République. Le signalement peut être adressé également à une autorité compétente. Et puis parfois, quand cela est justifié, il n'y a pas forcément de suite qui est donnée. Donc, dans le cadre de ces affaires, nous collaborons avec d'autres acteurs, alors bien naturellement avec les services de police et de gendarmerie. Par exemple, un conseiller ordinal peut se faire entendre par les services de police pour expliciter en quoi des faits sont susceptibles de constituer un délit d'exercice illégal de la pharmacie. Nous travaillons également avec les juridictions, avec les procureurs de la République, et puis nous travaillons également en prévention
avec d'autres acteurs, par exemple avec la Miviludes, dont vous avez entendu parler précédemment, donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. En termes de volumétrie, aujourd'hui, le Conseil national est partie civile dans 49 affaires qui sont pendantes devant les juridictions. Au cours de l'année 2025, nous avons examiné 80 signalements. Cette analyse a conduit le CNOP à déposer 5 plaintes pénales, à faire 2 signalements auprès du procureur de la République, et le Conseil national s'est également constitué partie civile dans 10 nouvelles affaires, puisque l'ordre peut porter plainte, mais il peut également être informé de l'affaire pénale par d'autres moyens. Il peut être par exemple informé par le procureur de la République qu'une audience d'exercice illégal va avoir lieu, donc il va inviter l'ordre à se constituer partie civile. Et nous pouvons aussi avoir connaissance de ces affaires par la voie de presse. Alors, quelques exemples ici pour illustrer nos actions. Je vais vous parler du dépôt de plainte. Donc, cette année, une société commerciale qui vendait des produits commercialisés sous le statut de complément alimentaire, mais qui était accompagnée de nombreuses allégations thérapeutiques, a été condamnée pour exercice illégal de la pharmacie, puisque le tribunal a requalifié ces produits en médicaments par présentation. Donc cette notion de médicament par présentation, elle est importante, elle vise à protéger la santé publique pour éviter de que tout produit qui présenterait des allégations thérapeutiques n'ait pas démontré son efficacité. Et donc, comme je disais, exercice illégal, c'est une opération pharmaceutique. Donc la qualification de médicament permet de démontrer l'acte en lien avec le médicament, et puis ensuite nous vérifions que la personne n'a pas la qualité de pharmacien. Je voulais quand même compléter sur la notion de complément alimentaire en lien avec l'intervention précédente, puisque comme l'a rappelé Pascal Gerbaud, un complément alimentaire est une denrée alimentaire, ce n'est pas un produit de santé. Et en l'occurrence, le législateur a vraiment essayé de renforcer en tout cas les flous qu'il pouvait y avoir entre certains produits, c'est ce qu'on appelle les produits frontières, et en cas de doute sur la qualification juridique d'un produit, en tout cas c'est toujours celle du médicament qui l'emporte. Et donc ça c'est bien présent dans la définition du médicament, et ça vient d'ailleurs du droit européen, puisque la définition du médicament vient d'une directive européenne, la 2001/83, donc le Code communautaire du médicament. Alors, autre exemple d'action, l'ordre a signalé au procureur de la République des exportations de pilules abortives à destination de l'étranger. Nous avons également signalé sur Pharos. Pharos, c'est une plateforme qui permet de signaler des contenus illicites sur Internet, qui est gérée par la Direction nationale de la police judiciaire. Et donc avec qui on a un partenariat, on a un compte qui nous permet de signaler tous les contenus en lien avec des infractions pharmaceutiques. Et donc nous avons signalé des médicaments ou faux médicaments qui étaient des analogues du GLP-1. Nous avons régulièrement, nous adressons également des courriers à des plateformes de seconde main pour obtenir le retrait d'annonces mises en ligne par des particuliers qui souhaitent vendre ou céder à titre gratuit des médicaments. En matière d'exercice illégal de la biologie médicale, un exemple, pendant la crise Covid, une société spécialisée dans la recherche de légionellose s'était réorientée vers la commercialisation de tests salivaires PCR, et là encore, l'ordre avait porté plainte et donc avait obtenu la condamnation de cette société. Alors voilà, donc je vous ai présenté quelques actions menées. Revenons maintenant à l'actualité. Compte tenu des interventions de cet après-midi, j'ai souhaité faire un focus sur les affaires en cours qui révèlent en fait des dérives thérapeutiques et donc dans lesquelles l'ordre est partie civile. Alors donc en cours,
Donc l'ordre est partie civile dans une affaire d'essais cliniques non autorisés. Donc c'est un procès qui sera jugé en décembre 2025. C'est une affaire qui est d'une assez grande ampleur, puisqu'elle concerne plus d'une centaine de patients sur lesquels ont été administrés donc, des médicaments expérimentaux, tout ça sans autorisation, à des patients atteints de maladies neurodégénératives telles que Alzheimer et Parkinson. Et d'ailleurs, ça impliquait aussi des professionnels de santé qui avaient été radiés, dont un pharmacien qui avait été radié. L'ordre s'est également constitué partie civile dans le cadre d'une information judiciaire qui concerne des stages de jeunes organisés dans un contexte de cure hydrique ayant donné lieu à des décès. Et donc, dans cette information judiciaire, 2 prévenus sont mis en examen pour exercice illégal de la pharmacie. Concernant la troisième affaire, donc, l'ordre a porté plainte en 2024 à l'encontre d'un pharmacien qui se présentait comme étant pharmacien et qui tenait des propos anti-vax alors qu'il n'avait pas la qualité de pharmacien. Donc on attend désormais que cette affaire soit jugée. Alors maintenant, en termes de jurisprudence, je vous partage ici une affaire qui concerne un protocole de traitement de patients atteints de sclérose en plaques. C'est une affaire assez intéressante puisque plusieurs infractions ont été relevées, de l'exercice illégal de la pharmacie, de l'exercice illégal de la biologie médicale et également la fabrication et la distribution de médicaments non autorisés. Donc là, dans ce cas de figure, un médecin qui avait été radié du tableau réalisait ce qu'il appelait des immunobilans qui lui permettaient donc d'interpréter et de poser un diagnostic, puis ensuite de prescrire des médicaments. Ces médicaments, il les vendait également. Et donc, ces médicaments se présentaient sous forme injectable, étaient administrés aussi par voie orale. Et donc, cette affaire a été jugée en septembre 2025 et le médecin a été condamné à 4 ans d'emprisonnement avec sursis et une interdiction définitive d'exercer. Cette décision est toutefois frappée d'appel, mais il y a une exécution provisoire. Sur le volet fabrication et distribution de médicaments non autorisés, compte tenu de l'ampleur de l'affaire, en fait, ce volet a été disjoint du volet précédent. Et donc le pharmacien italien qui était à l'origine de la fabrication de ce médicament a été condamné en 2024 à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 60 000 € et une interdiction d'exercice de 5 ans. Alors là aussi, un exemple intéressant en lien avec des cas de figure qui ont été évoqués précédemment. On a le cas d'une naturopathe qui se faisait passer pour un médecin dans une clinique parisienne. Donc vraisemblablement, la clinique n'avait pas vérifié les qualifications professionnelles et donc elle réalisait de véritables consultations en oncologie et prescrivait et vendait des traitements thérapeutiques à base de plantes. Donc ce qu'elle partageait aux patients, c'est que finalement, pour éviter les effets indésirables, elle proposait des médicaments avec une plus grande innocuité. Donc cette personne a été condamnée en 2024 à une amende de 20 000 € d'amende avec sursis et une interdiction d'exercer une activité médicale pendant 5 ans. Un autre exemple de complément alimentaire, activateur de récupération post-AVC. Donc l'entreprise se présentait comme une société de biopharmacie. Le produit était bien commercialisé en tant que complément alimentaire, et donc se présentait comme un activateur de récupération post-AVC. Il revendiquait une origine de médecine traditionnelle chinoise, et donc nous avons eu connaissance de cette affaire par un signalement de la Miviludes. Donc la juridiction a retenu la qualification de médicament par présentation dans cette affaire.
Et ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que ces médicaments étaient... la promotion a été faite par des visiteurs médicaux au sein d'hôpitaux. Donc ce sont des neurologues qui prescrivaient ces compléments alimentaires. J'en reviens aussi sur un propos de Madame Gerbaud tout à l'heure, sur la notion de laboratoire. Eh bien, pour qualifier un médicament, un produit de médicament par présentation, il y a bien entendu des allégations thérapeutiques, mais la juridiction va également regarder d'autres critères. Par exemple, le discours scientifique, le discours médical, le recours à des termes tels que laboratoire. Tout ça peut contribuer à la qualification de médicaments par présentation. Et donc ce laboratoire a été condamné en février 2025 à une peine d'amende de 50 000 € et 30 000 € pour son dirigeant. Donc l'actualité des contentieux révèle des dérives thérapeutiques qui présentent un risque réel pour la santé publique. Les patients, vous l'avez vu, peuvent être exposés à des méthodes sans fondement scientifique, à des intervenants non qualifiés, à des promesses de remèdes miracles et à de fausses informations. En agissant dans ces dossiers, l'Ordre contribue activement à la lutte contre la désinformation en santé et réaffirme le rôle central des pharmaciens dans la sécurité sanitaire. Au-delà du volet contentieux, l'Ordre met à disposition des supports d'information, donc des supports qui sont à disposition des pharmaciens pour qu'ils puissent relayer au sein de ces structures des campagnes de santé publique qui se fondent sur des données scientifiques validées. Donc je remercie d'ailleurs M. Molimar d'avoir mis en avant le site du CESFARM, puisque c'est un comité qui donc est piloté également par ma direction. Donc vous retrouverez toutes les informations sur le site du CESFARM. Vous pouvez vous abonner, il y a une newsletter. Les outils sont téléchargeables, ils sont gratuits. Vous pouvez également les commander gratuitement quand vous êtes pharmacien et que vous avez créé un compte. Il y a également la possibilité de télécharger des boucles vidéo que vous pouvez relayer sur vos écrans au sein des PUI, des laboratoires de biologie médicale et en officine, qui s'appelle donc la Minute Santé publique. En parallèle, nous travaillons également avec la Mivilude, puisque nous avons conclu un partenariat assez récemment, on l'a en tout cas formalisé par une convention pour renforcer l'échange d'informations entre nos deux structures. Et nous avons contribué également à un guide qui devrait être publié en fin d'année, destiné aux soignants et aux patients, donc guide sur les dérives thérapeutiques en santé. Et nous appelons de nos vœux à la poursuite des travaux sur les pratiques non conventionnelles de soins qui ont été initiées par la Direction générale de la santé. Enfin, ces affaires soulignent aussi l'importance de rester vigilant quant à la vérification des qualifications professionnelles, quant au positionnement des pratiques et au regard critique à conserver quand on référence des produits dans le cadre de l'exercice. Ces affaires soulignent également l'importance du rôle des pharmaciens dans l'éducation sanitaire. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions encore. Il est encore temps si vous le souhaitez. Je vous en prie, un petit verre pour vous, un micro également. Quelqu'un voudrait livrer un témoignage? Une épicerie à côté de chez moi vend des autotests grippe Covid. Est-ce un exercice illégal de la pharmacie? Alors ça peut effectivement constituer un exercice illégal de la pharmacie, puisqu'un autotest est un dispositif médical de diagnostic in vitro destiné à être utilisé par le public, un autotest, et ces produits, leur vente, elle est réservée aux pharmaciens. Donc effectivement, la vente au détail. Donc si je retrouve des autotests en dehors d'une pharmacie, eh bien ça peut donc constituer un exercice illégal de la pharmacie. Bon. Je vois quelques applaudissements qui commençaient. Quelle conduite à tenir si je suis face à un exercice illégal de la pharmacie? Alors, quelle conduite à tenir si vous êtes victime? Surtout, portez plainte.
c'est important. Victime ou si je constate, hein, tout simplement. Si vous constatez, Ouais. alors vous pouvez adresser un signalement au procureur, mais vous pouvez aussi nous adresser des informations que nous pourrons analyser et nous verrons la suite que nous Et quand pourrons. vous dites nous, c'est qui? L'ordre. À l'ordre en général. Mais L'ordre alors, en général. Et au sein de l'ordre? Au sein de l'ordre, eh bien, vous pouvez adresser, on a une adresse mail qui est EIP, comme exercice illégal de la pharmacie, @ordre.pharmacieninsingulier.fr. Donc n'hésitez pas. Mais surtout, j'insiste quand même, quand on est victime, Oui. il faut porter plainte. Les affaires qu'on a vues ensemble cet après-midi, on a vu que des patients avaient été victimes. Parfois, ça peut aussi conduire à des décès, à des escroqueries. La dame là, qui proposait des consultations dans une clinique, elle vendait 8 000 € son produit miracle. Ah oui. Donc derrière, il y a le problème de santé publique, il peut y avoir d'autres types d'infractions. Et donc voilà, n'hésitez pas aussi en tant que victime à l'orienter vers son pharmacien. Et si un pharmacien en exercice a connaissance de tels faits, il peut tout à fait informer l'ordre, ce qui nous permettra d'assurer le suivi de ces affaires. Autre question, vous avez parlé de partie civile, pourriez-vous définir ce qu'est une partie civile? Je vais essayer. En fait, quand on est partie civile, on s'estime victime d'une infraction et donc on va demander la réparation de ce préjudice. Voilà. Et donc, pour l'ordre des pharmaciens, c'est vraiment une mission importante qui a été confiée à l'ordre par le législateur, puisque l'ordre, il va pouvoir défendre l'intérêt collectif, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir défendre le cas d'un pharmacien particulier, mais vraiment l'intérêt collectif. Alors, on agit dans des affaires d'exercice illégal de la pharmacie, mais on peut aussi, par exemple, on assure aussi le suivi de ces affaires dans ma direction. L'ordre peut également se constituer partie civile lorsqu'un pharmacien a été victime de menaces ou d'agressions en raison de son exercice professionnel, de l'appartenance à la profession. Est-ce que ça arrive qu'un pharmacien puisse se laisser tromper, puisse incorporer des produits qu'il ne devrait pas mettre en vente ou employer? Je pense que ça a été dit tout à l'heure. Oui. Il y a certaines. Je l'ai trouvé intéressante l'affaire des compléments alimentaires qui a été indiquée dans le post AVC, parce que en fait, il peut y avoir des pratiques qui ne sont pas très encadrées en matière de compléments alimentaires. Même la mise sur le marché même, elle est beaucoup plus simple que celle d'un médicament. Donc oui, il faut, à mon sens, conserver un regard critique quand on référence des produits dans son officine ou dans d'autres circonstances. Faut vraiment, Ça passe pas par des centrales d'achat qui sont éprouvées et qui ont déjà des... Alors oui, je pense. Alors je ne vais pas parler à la place de Jean Brévilliers, mais j'imagine, et il me semble que c'est le cas, que chez un grossiste répartiteur, il y a bien un service qui va examiner et s'occuper de l'analyse pour référencer tel ou tel produit. Alors, il y a pas mal de travaux de l'ordre avec la DGS, la Direction Générale de la Santé, qui ont été lancés. Vous en avez dit un mot. Vous avez regretté qu'ils soient un peu mis en suspens, là, j'imagine, avec tous les bouleversements gouvernementaux qu'on a connus. En quoi est-ce qu'ils consistaient exactement? À la Miviludes, etc. Qu'est-ce que vous faites? Alors, pour la Direction Générale de la Santé, donc, cette direction a entamé des travaux sur l'évaluation des pratiques de soins non conventionnels pour pouvoir mieux informer les professionnels de santé et les patients, et même toute personne, tout usager. Et donc, effectivement, compte tenu du contexte politique, on peut avoir, les travaux ont été reportés, parfois sont reportés, mais je pense que c'est indispensable que le public et que les professionnels aient cette information à disposition. Et concernant la Miviludes, donc effectivement, on a travaillé avec la Miviludes. D'ailleurs, il y a une représentante qui est pharmacien-inspecteur qui est dans la salle, et je la salue du coup. Donc avec la Miviludes, on a travaillé, on a fait une contribution dans le cadre d'un guide qui sera publié normalement en fin d'année. Un guide, c'est le guide santé dérive sectaire, et donc ça permet d'informer à la fois le public et les professionnels de santé. On a également un projet de
de création d'outils pour aider les pharmaciens à détecter les dérives sectaires. Et donc, à ça partir de ressemblerait ça, à quoi? alors, pour l'instant, c'est un objectif, Ouais. mais on a tout juste mobilisé un groupe de travail en interne pour pouvoir travailler sur ce sujet. Après, en termes d'outils, typiquement, il y a la notion, par exemple, de dérivomètre. La DGS a pour un peu dérivomètre, oui, ça ressemble un peu aux outils qu'on peut voir dans certaines administrations sur les violences sexuelles et sexistes. Vous voyez, en fonction du comportement, la couleur change. Et bien là, ce serait appliqué aux dérives thérapeutiques, aux dérives sectaires, et donc ça pourrait aiguiller le public et les professionnels sur la dangerosité ou pas de la pratique. Est-ce que vous avez l'impression que ces affaires d'exercice illégal de la pharmacie ont tendance à augmenter, ça stagne? Est-ce qu'on arrive à avoir des statistiques, des chiffres où c'est un peu compliqué? C'est un peu compliqué parce que nous, en tant qu'ordre, on n'a pas une connaissance exhaustive des affaires. En tout cas, de notre côté, on a eu, en termes de constitution de partie civile sur des affaires initiées par un tiers, on en a un peu moins. Un peu moins. Toutefois, sur les affaires que je vous ai présentées, par exemple le procès qui se déroulera en décembre 2025, sur l'essai clinique sauvage, là on est sur des grosses affaires qui ont demandé beaucoup d'investigation et dont le procès va se dérouler sur plusieurs jours. Pareil pour le protocole sclérose en plaques, on est vraiment sur des audiences, ça ne dure pas une demi-journée. Ça peut durer une semaine, 10 jours, voilà, c'est quand même des affaires de grosse ampleur, même si par le passé, on a déjà eu à connaître d'affaires assez importantes, je pense à la maladie de Lyme, où régulièrement, on peut avoir des signalements à la fois sur des produits miracles, mais aussi sur l'amont. En fait, on a eu le cas, par exemple, d'une biologiste qui faisait des faux positifs. Donc faux positifs et ensuite vente de remèdes de phytothérapie pour soigner la maladie de Lyme. Bien compris. Pas d'autres interventions de la part de la salle. Du coup, je vous propose d'en terminer. Merci infiniment, Véronique Perrin, d'avoir été avec nous. Bravo à vous.